merci d'être là. Et merci à BPI de nous amener cette opportunité. J'ai compris, on partage 50. Ça dépend lequel. Le loyer aussi. Voilà. Donc, merci à notre LEPIS, parce que j'ai vu, il y a pas mal de notre investisseurs. En plus, ils sont venus nombreux, notamment BPI. Bienvenue. Voilà, vous pouvez continuer avant de partir l'été, si vous voulez mettre encore plus dans notre différents fonds. Et pour les entrepreneurs, je suis très fier parce que j'ai vu parmi les speakers où il y a notre champion, Romano, ça y est, je prononce bien. Et quand même, c'est vraiment l'image de la France. Si vous avez l'opportunité, emmenez à KT, on est très sympathique. Okay. Voilà. Donc sur ce, je vous laisse continuer et merci encore. Merci Mingpo. Merci Mingpo. En effet, on est très heureux de co-organiser avec BPI French Touch cet événement autour de l'industrie créative et de l'internationalisation. Alors, vous pouvez vous demander qu'est-ce qu'il y a en commun entre une société de jeux vidéo, de jeux de stratégie, de gestion PC, une société de parfums de créateurs, une société de production de séries télé et un média social. La particularité, ce qui relie l'ensemble, c'est qu'on est dans l'industrie créative avec un savoir-faire français qui s'exporte à l'international. Et je vais peut-être laisser l'opportunité à chacun de se présenter en quelques minutes, nous dire ce que vous faites, quel est votre parcours et que représente votre société, quelle est la part de l'international dans votre société aujourd'hui. Merci. Bonjour à tous, Nicolas Canas. Donc moi je suis président et cofondateur de Shiro Games. Donc on est une société de création de jeux vidéo. On est basé à Bordeaux, on est 70. On va imaginer, réaliser avec nos équipes et produire des jeux vidéo. Donc on autofinance sur fonds propres, qu'on va ensuite distribuer sur les plateformes digitales, que ce soit sur PC mais aussi sur console. Dans les jeux qu'on a fait, on a Northgard, qui est un jeu de stratégie qui existe depuis, qui s'est vendu à plus de 4 millions d'exemplaires en 7 ans d'existence. Et on a aussi récemment réalisé le jeu Dune, de stratégie Dune. Ça faisait 20 ans qu'il n'y avait pas eu de jeu de stratégie sur Dune, en collaboration avec les gens de Larry Pictures qui produit le film. Voilà. Et donc, on a cette activité, effectivement, et le jeu vidéo étant, effectivement, par essence très international. Aujourd'hui, on fait 85% de nos ventes à l'export dans les différents pays, 40% Amérique du Nord, 40% Europe, 20% reste du monde. Et on va bien sûr revenir un peu sur ça au fur et à mesure des questions qu'il y aura. Et moi-même, effectivement, je viens plutôt de l'ingénierie, parce que je suis ingénieur à la base. J'ai commencé à programmer quand j'avais 10 ans, les premiers jeux. Et après, j'ai créé ma boîte. Voilà. Bonjour à tous, Romano Ricci. Je suis le fondateur et le directeur artistique d'une marque de parfum qui s'appelle Juliette as a Gun, inspirée de la Juliette de Shakespeare, mais un peu revisitée, que j'ai lancée en 2006, quand j'avais 26 ans, dans un univers où les marques de parfum étaient très traditionnalistes. On était sur la Nigouta, l'artisan parfumeur, et j'avais vraiment envie d'apporter quelque chose d'assez disruptif sur ce marché qui, pour moi, pouvait être plus dynamique et plus inspirant que ce que je voyais. Aujourd'hui, on est présent dans une 50aine de pays. La France doit représenter 1% de notre chiffre, donc on fait 99% à l'export, essentiellement aux US. On crée, on fabrique et on distribue les parfums dans ces 50aine de pays. Donc on a effectivement des problématiques de communication, de promotion, de fabrication, de transport, de logistique. Et c'est un métier passionnant que je fais depuis 20 ans maintenant. Je vais aussi préciser que donc, oui, je suis issu d'une famille de parfumeurs. On est un grand-mère et Nina Ricci. Donc j'ai baigné dedans dès le plus jeune âge. J'ai pas voulu rejoindre l'équipe familiale et j'avais plutôt envie de m'exprimer, je dirais, de manière un peu différenciante. Donc moi, je suis Cosette Lipgott, je suis directrice des productions et DGA de 2 filiales d'un groupe qui s'appelle Fédération Studio, qui est un groupe de production et de distribution de séries télé principalement, mais aussi de films et de documentaires. Le groupe a été fondé il y a 10 ans par Pascal Breton, qui est un grand producteur français et qui a créé Fédération tout de suite dans une dimension internationale,
puisque la société a été implantée dès sa création à Paris et Los Angeles. Et ensuite, c'est internationalisé assez naturellement en s'implantant dans plusieurs pays, à la fois en s'associant avec des producteurs locaux et aussi par des stratégies plus classiques d'acquisition de sociétés. Et aujourd'hui, donc, on est dans 8 pays. On produit des séries dans les langues locales de tous ces pays, mais aussi en anglais, et avec une promesse un peu commune qui est de produire justement des programmes qui circulent ensuite dans le plus grand nombre de pays possible. Et on a une structure de distribution interne de nos programmes qui vend du coup à des chaînes de télévision et des plateformes dans le monde entier les projets qu'on produit. Donc les séries les plus connues de Fédération, ceux qui les ont vues, sont principalement Le Bureau des légendes, qui est clairement la série qui est la plus connue qu'on a produite, qui est pleinement connue dans le monde entier, souvent reconnue aussi pour être la première série française de cette ampleur internationale. Et on a aujourd'hui la chance de travailler avec vraiment des clients dans le monde entier, dans le monde entier pour nos séries. Bonsoir à tous, Elsa Darquier, le média Brut, donc média social lancé en France, donc c'est un média français à la base en fin 2016. C'était au début de la campagne présidentielle d'Emmanuel Macron. Donc un média qui s'adresse principalement aux 15-35 ans, qui ont délaissé depuis un moment, on va dire, les médias traditionnels, la télé et la presse écrite. Aujourd'hui, Brut, c'est 2 milliards de vues dans le monde. Donc on a presque 7 ans. On a des bureaux en France, le siège est à Paris. On a des bureaux en Inde. On est leader aussi en médias en Inde depuis. On a lancé l'Inde il y a 6 ans. On ouvre à Abidjan là, le 1er août. Et on a des équipes aussi américaines. À Paris, on en parlera, mais on a 14 nationalités. Donc c'est vraiment notre hub aussi de fabrication à Paris. Donc voilà, c'est des vidéos. On a un média social présent et distribué sur toutes les plateformes sociales. Donc de YouTube à Biril, qui vient de se lancer récemment, TikTok, évidemment, Snapchat, Meta, enfin toutes les plateformes sociales. Voilà. Et donc nos visages que vous devez peut-être connaître, Rémi Buzine, Charles Villain, grand reporter, Canel, récemment. Et voilà. Et donc on fait à peu près 60% de notre audience à l'international. Et aujourd'hui, le chiffre d'affaires, c'est 35% à l'international. On reste quand même très très fort en France et en Europe. Mais ça fait partie aussi de notre plan de croissance d'aller encore plus loin et encore plus vite à l'international. Ok, bonsoir à tous. Donc déjà, moi je suis très heureux d'être là ce soir et je remercie Benoît et Katet d'organiser cette petite surprise partie ensemble. Et je remercie Mingpo avec qui donc je vous confirme qu'on a partagé les frais à 50% et donc on verra comment on traite le loyer pro rata temporis. Alors, la prochaine question que je voudrais poser à notre formidable panel, que je remercie d'être là, parce que nous, on est là pour passer les plats et les coupes de champagne et les petits fours, mais l'intelligence individuelle et collective, elle est là. C'est une question à laquelle, en tant que boss de la French Touch, il faudrait que je sache répondre maintenant qu'on a lancé le truc il y a presque 5 ans, mais ce soir, vous allez m'aider. Ce serait de savoir si vous prenez un peu de perspective sur votre business et sur votre play. Donc, vous avez décrit des business qui sont quand même assez spécifiques chacun. Qu'est-ce que vous verriez comme identité ou comme ADN, cette espèce de sauce secrète ou de différenciant de la créativité française et de la French Touch, à la fois quand vous regardez votre business et ce que vous faites, et puis j'imagine aussi que pour définir ça, c'est pas uniquement en se regardant dans un miroir, mais c'est aussi les conversations que vous avez avec des partenaires, avec des clients, avec des investisseurs à l'international. Aussi, tu l'as dit très justement, Elsa, avec les talents et les people qui sont dans vos entreprises et qui sont aussi internationales. À votre avis, il faudrait qu'on trouve une espèce de fil rouge ou de fil orange, si je garde la couleur de mon petit coq. Les industries créatives, ce serait quoi le dénominateur commun de la USP? Qui va se lancer en premier là. Je peux y aller. Moi, j'ai le micro. Je vais parler de notre use case, Brut. Après, je ne sais pas si ça s'applique à vous tous. Nous, il y avait cette obsession de la génération chez nous, qui était vraiment les 15-30 ans dans le monde. Quand vous regardiez nos concurrents, ils étaient allés, donc les Vice à l'époque étaient le grand média à l'international.
c'était OK, on va faire de l'info et du entertainment pour les jeunes. Si vous dites ça en interne chez nous, c'est sûr que vous êtes out de la salle. C'est-à-dire comment on va travailler pour vraiment être un expert de cette jeunesse et pas vieillir, puisque on travaillait aussi ce matin sur ça avec. On vieillit tous, chaque année on prend un an de plus, et comment le média ne prend pas un an de plus. Donc nous on a travaillé sur comment on est expert de cette génération, donc bien sûr avec de la data beaucoup, en s'entourant de jeunes. Donc je parlais des talents, mais Rémi Buzine, c'est notre premier journaliste, qui faisait 10 vues le 3 novembre 2016. Aujourd'hui, il interviewe Macron, il fait 2,5 millions de vues dimanche soir en live à la soirée électorale. Il est arrivé chez nous, il avait 23 ans, pas le bac. Et donc, c'est comment on fait confiance aussi à ces talents-là pour s'exprimer. La conf de rédac, il n'y a pas de modèle, enfin, on reprend pas ce qu'a dit le Parisien ou le Monde la veille, c'est de quoi vous avez envie de parler. Et donc, cette liberté-là, et enfin, voilà, notre rédaction, elle a 27 ans de moyenne d'âge. Et donc ça, je pense que c'est aussi faire confiance à ces talents-là, et pas. On a été créé par 2 producteurs qui ont 50 et 60 ans aujourd'hui. C'était pas à eux d'exprimer la vision éditoriale. Le deuxième sujet, c'était ce qui fait aussi, et ça peut-être on le retrouve, c'était la puissance aussi des valeurs françaises, on va dire progressistes, dans l'univers des médias. Nous, on n'a pas voulu être un média partisan, donc on est vraiment un média neutre, on n'est pas un média d'opinion. On avait envie de promouvoir des valeurs humanistes, progressistes, sans tomber dans une caricature ou de ce qui est bien, ce qui est mal, ou dans des spécificités. Mais voilà. Donc ça, c'était un peu le point de départ de notre ligne éditoriale. Et après, comment chaque pays l'incarne avec ses spécificités. On y reviendra peut-être plus tard. Et ensuite, donc c'était plutôt les talents et le côté, la ligne éditoriale assez neutre. C'est ce qui me vient en tête aujourd'hui. Et après, pour la partie, je ne sais pas si on retrouve ça notamment dans le parfum, mais comment on arrive à localiser aussi cette secret sauce et pas vouloir appliquer la même secret sauce dans tous les pays. C'était une obsession. Nos concurrents, Vice par exemple, ou BuzzFeed font un contenu en anglais, ils le diffusent partout, le même contenu sur tous les territoires. Si on fait ça en Afrique, si on fait ça en Inde, si on fait ça aux US, ça ne marche pas du tout. Et comment nous, on incube tous nos talents éditoriaux à Paris pendant presque 2 ans, donc c'est quand même assez long. Mais après, comment ils ont la main pour localiser aussi cette ligne éditoriale-là. Parler des talents, etc. Moi, sur la réponse, je trouve qu'il y a un tone of voice à la française qui est empreint peut-être un peu de provocation, d'impertinence, mais de justesse aussi. En tout cas, je trouve que c'est ça qui nous rassemble plus que peut-être les équipes qui constituent la chose. En tout cas, moi, quand je vois Brut et cette neutralité et cette impertinence, c'est ça que je ressens, et je me demande si c'est pas ça qu'ils achètent quelque part. En tout cas, pour mon cas à moi, évidemment, je suis parti d'un terrain où la parfumerie est assez notoire pour la France. On sait que les Français savent faire des parfums, mais vraiment, je pense que ça suffit pas. Je pense que le plus important, c'est justement d'insuffler, et en ce qui nous concerne, avec un nom assez percutant, parce que Juliette Has a Gun, clairement, c'est très disruptif et en même temps très imagé. Ça nous emmène dans un imaginaire qui un peu fantasmagorique. Et c'est ça aussi, je trouve, qui a fait en fait le succès de la marque. Parce que, évidemment, ça se décline un peu à tous les niveaux, que ce soit au niveau des jus, au niveau de la com, au niveau des noms, du storytelling. C'est cette audace. Et nous, notre inspiration, c'est un peu la parisienne. Donc, en fait, on décline un peu à travers nos fragrances qui sont exclusivement dédiées aux femmes. On est très woman empowerment. On se rejoint aussi sur le côté un peu valeur progressiste. Et moi, je trouve que c'est vraiment ça, en tout cas, qui nous rejoint. C'est que c'est ce petit je ne sais quoi, où en fait, on vient titiller un peu les codes que dans certains pays, on n'ose pas le faire. On n'ose pas faire. Et je trouve que les étrangers nous regardent toujours de manière un peu prétentieuse.
on est considéré comme prétentieux, flemmard. Mais par contre, on a une créativité, je pense, et un humour, une ironie qui fait que je pense que c'est un super véhicule pour nous et une super identité. C'est pour ça que je dis que je ne pense pas que le Made in France suffit pour faire un succès en parfum. Il faut aussi avoir une ADN forte. Et il faut avoir une ADN forte qui soit mondialement forte. Parce que faut être fort dans un pays, mais en fait, il faut que ça soit compris aussi mondialement. C'est là où moi j'ai eu beaucoup de chance parce que en fait, j'ai lancé ça, j'étais tellement jeune. Je l'ai lancé vie en tête, convaincu que c'était ça et que c'était pas autre chose. Et je pense qu'il faut ça aussi. Euh, mais il fallait, je pense, que cette insouciance-là pour pouvoir monter une marque autour d'un nom pareil. Euh, et aujourd'hui, je continue à prendre énormément de plaisir à développer tout l'écosystème et l'ADN, parce que je suis vraiment directeur artistique, euh, autour de ça. Voilà, parfum, France, oui, mais impertinence et essayer de faire bousculer un peu les codes et l'audace. C'est hyper intéressant parce que nous, on observe quasiment la même chose pour la création audiovisuelle en France, parce que donc il y a une tradition de cinéma en France qui est évidente et qui est reconnue dans le monde. Enfin, dès qu'on parle de cinéma, tout le monde a des représentations d'icônes du cinéma français à l'étranger. Donc on a quand même un rayonnement qui est important. Et ce qui est le plus difficile, je trouve, et un des gros défis, c'est vraiment le renouvellement des idées, c'est les projets qu'on propose. Comment on fait pour proposer toujours à la fois des histoires fortes, des histoires qui ont la possibilité de voyager, donc de parler à un public international aussi, et en même temps très ancré dans une identité française avec des talents français, des créateurs français. Et c'est vrai que ça, c'est quelque chose qui est très encouragé aussi grâce à un écosystème quand même qu'on a en France. On a la chance d'avoir une industrie créative qui est très protégée, très soutenue, et ce qui nous permet d'avoir de l'indépendance, de la liberté. Et donc, non, mais c'est vrai, donc c'est très important d'avoir cet écosystème. Et c'est sans ça, sans cette indépendance, on pourrait tomber dans quelque chose de beaucoup plus formaté, de beaucoup plus attendu. Et c'est vrai que c'est la richesse et la diversité des industries créatives en France, elle est quand même extrêmement précieuse, extrêmement enviée aussi par pas mal de pays qui voient quand même souvent leurs industries culturelles un petit peu dépérir. Moi, je trouve ça aussi toujours magnifique quand je vois dans certains pays où c'est à l'inverse, pas forcément très développé, mais où ils arrivent à créer des choses extrêmement originales, mais avec quand même beaucoup plus de difficultés à les faire rayonner dans le monde parce qu'il faut avoir la petite pépite qui aura réussi à sortir. Mais donc, du coup, c'est vrai que je trouve que cette French Touch sur l'audace et l'originalité des projets, c'est toujours intéressant. J'ai une anecdote, d'ailleurs, on a coproduit une série qui était extrêmement difficile à monter, qui était produite et réalisée par Jean-Xavier Destrade, qui s'appelle Sambre. Donc, c'est une série sur un fait divers. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais un fait divers atroce qui s'est passé dans les années 80 sur une personne qui a violé 80 femmes sans que personne s'en rende compte pendant 30 ans. Donc, projet assez difficile à pitcher et à commercialiser. Donc, tous les acheteurs internationaux nous ont pris pour des fous quand on a commencé à pitcher ce projet. Mais le risque a été pris. On a investi pas mal d'argent en fonds propres pour que la série existe. Et il se trouve qu'elle a été une grande réussite parce que c'est un grand réalisateur, un grand créateur qui avait une vraie vision, qui a trouvé des comédiens, qui a un sens de la mise en scène qui est assez exceptionnel, qui fait qu'à la fin, la série, elle est déjà, c'est une grande réussite, elle est très puissante. Et on a réussi, c'est la première série que Fédération a vendue à la BBC et à HBO. Donc, c'est une série qui, in fine, plaît aussi très largement dans le monde à des acheteurs qui sont plutôt frileux et qui n'auraient pas pris le risque et qui, clairement, n'auraient jamais développé un projet aussi compliqué dans son positionnement. Et donc, c'est aussi une fierté de pouvoir se dire qu'en France, on peut faire ça grâce aussi au risque qu'on peut prendre en tant que producteur. C'est une anecdote un peu similaire. Juliette Azogun, si je pense qu'à l'époque, il y a Colette, Colette qui avait été un des premiers à nous cautionner, on va dire. Évidemment, construit autour de Colette, au marché, le printemps, etc. Mais j'ai lancé quelques années plus tard un parfum qui s'appelle Not a Perfume. Qui, quand je l'ai présenté, c'est génial, mais on va t'en acheter 5 pièces. Aujourd'hui, ça fait 50% de notre chiffre. Et oui, je pense que vraiment,
je crois pas que ce soit quelque chose d'unique en France, parce qu'il y a, vous avez évoqué aussi enfin, moi, je suis amené à voir beaucoup de choses à l'étranger. Je trouve qu'en Chine aussi, il y a des choses incroyables qui se passent, où ils ont de l'avance sur nous, etc. Mais je trouve que sur cette audace mêlée avec un certain chic, en tout cas, ou en tout cas dans mon métier, c'est vraiment amusant. Vraiment, ce Note Perfume qui est un parfum 100% moléculaire, qui va à l'encontre de tous les préceptes de la parfumerie parce que c'est un mono-ingrédient. Donc en fait, c'est pas naturel, mais et ça ne sent pas sur la touche, mais ça sent sur la peau. Enfin, bien, on peut pas faire pire comme pitch. Et en réalité, aujourd'hui, je vous dis, ça se passe que sur le bouche à oreille, parce qu'en fait, le parfum, quand on le porte, vous avez des compliments, vous dites qu'est-ce que vous portez, nanana. Et donc, il y a la qualité aussi qui va derrière ça. Voilà. La France est très connue pour ses films, pour son cinéma, pour ses parfums, pour son luxe, pour ses médias aussi. C'est vrai que dans le jeu vidéo, on est un peu plus outsider parce que c'est vrai qu'il y a une culture, une industrie du jeu vidéo française qui existe depuis très longtemps, mais qui est, au niveau international en tout cas, moins représentée que, par exemple, les Japonais ou les Américains. Et donc, on est un peu moins en train de faire Corico, Made in France, etc. Donc, au contraire, on ne communique pas trop ça. Aujourd'hui, jeux vidéo, c'est quand même le premier industrie culturelle mondiale. C'est plus gros que en termes de chiffre d'affaires que le cinéma et la musique réunis. Donc, on est vraiment sur une grande concurrence. Et il y a beaucoup de jeux qui sortent tous les jours. Sur les plateformes, c'est parfois des dizaines ou des centaines de jeux qui sortent tous les jours. Et il faut savoir quand même arriver, et là c'est une question effectivement de communication, un marché d'offres, arriver à comment est-ce que les jeux qu'on produit, que l'on crée avec nos équipes, sortent du lot et se retrouvent effectivement dans les meilleures ventes mondiales, avec une concurrence, mais sans pouvoir effectivement mettre un petit label Coq ou France en disant gage de qualité, mais en faisant de qualité quand même, parce que on a beaucoup de talents, on a des écoles qui sont très renommées, notamment dans tout ce qui est à la fois dans le jeu vidéo, on va avoir 3 métiers. On va avoir le premier métier qui est tout ce qui est autour des arts graphiques, donc la création d'univers, la création de personnages, d'environnements, enfin tout ce qu'on peut imaginer de graphique. Et là, on a vraiment des écoles et des talents et une culture graphique qui est très forte en France. Donc ça, on a des écoles renommées, les Gobelins pour l'animation, mais bon, plein d'autres écoles aussi qui font un très bon travail de formation et je dirais une culture artistique très forte en France. Et on va avoir aussi, donc deuxième métier, c'est la technique, donc la programmation. Et après, le troisième métier, et c'est là qu'elle va venir un petit peu apporter l'originalité, c'est être le game design. Donc le game design, c'est un métier spécifique aux jeux vidéo, c'est tous les gens qui vont créer les règles du jeu. Donc ça va être les règles du jeu, les scénarios, les niveaux, la liste des objets, la configuration des prix d'un jeu pour que ça ni trop cher, ni pas trop. Enfin, c'est plein de choses. Plein de paramètres et aussi bien sûr tous ces règles de jeu qui vont faire que ce jeu-là est différent de notre. Et donc c'est un peu la façon dont on approche ça, nous, c'est comment arriver à créer des univers originaux tout en ayant effectivement une sensibilité particulière qui vient aussi de notre environnement. Par exemple, quand on fait un jeu comme War Tales, qui est un jeu médiéval, on va pas le faire comme des Américains, parce qu'on a une culture, on a grandi avec des visites de châteaux, on a à côté, hein, donc voilà, on a toute cette culture mais du médiéval, on l'a appris à l'école avec les rois de France et tout ça, donc ça fait partie de notre culture commune. Et donc on va effectivement être beaucoup plus attentif, par exemple, au fait que les armures, dans la partie artistique, que les armures vont correspondre à des époques bien précises. On peut faire des mélanges un petit peu extravagants entre différentes époques. Et ça va se ressentir dans le jeu quelque part, par une certaine authenticité et par le fait que l'univers s'en retrouve renforcé dans sa cohérence et dans son expression. Et avec ça, on va venir apporter une originalité donc, et aller chercher effectivement de l'innovation dans les règles du jeu. Parce que d'autant plus que nous, les jeux qu'on fait, on les fait avec des petites équipes, on est pas là pour concurrencer les blockbusters américains, les AAA, qui sont des budgets avec parfois des centaines de millions de dollars. Donc on n'a pas ces budgets-là. Hein. Donc on va essayer de faire quelque chose qui sera beaucoup plus pointu, beaucoup plus pertinent, pour arriver à faire un jeu qui aura une certaine saveur, effectivement, qui ne sera peut-être pas du grand public pour tout le monde, où 100% des gens vont adorer ça peut-être un jour, mais ce sera plus un hasard qu'autre chose. On va essayer au contraire d'être dans une niche et de faire quelque chose de pointu,
bien défini, qui va correspondre à un public bien défini et sur lequel on va apporter une innovation qui va faire que ce jeu-là n'est pas le même que les autres. Et c'est vraiment ce qu'on essaie de faire, nous, à Chiro, et c'est comme ça qu'on aborde un petit peu aussi à la fois le business plan et puis l'international aussi, comment se distinguer de centaines de jeux qui sortent tous les jours. Voilà. Merci à tous, c'est très riche et c'est du miel pour nos oreilles parce que c'est vrai que dans toute la différence de ce que vous exposez, on sent quand même que ça rime beaucoup, quoi. Je vous partage une dernière anecdote. Depuis 2 ans, la French Touch organise une initiative assez importante pour organiser la présence française à South by Southwest, qui est un très grand festival américain, qui est une espèce de mélange entre Sundance, le CES, etc., qui est très rayonnant. Et donc chaque année, on emmène une centaine d'entrepreneurs français, on organise des panels, on organise un grand concert, on emmène Thomas Pesquet, Pedro Winter, etc., pour en mettre plein la vue aux Américains et au monde entier, parce que c'est la moindre des choses. Et l'année dernière, on avait la chance d'avoir Laurence Equilbey, qui est notre plus grande chef d'orchestre. Et vers 1h30 du matin, c'est-à-dire les moments où on commence à avoir des conversations vraiment intéressantes, elle était apparemment relativement fière de tout ce qu'on avait fait. Et elle me prend un pas, elle me dit « Nicolas, il faut que je te raconte ce que m'a dit un jour Daniel Barenboim ». Donc c'est là où je me suis dit que je faisais bien mon travail. Quand Laurence Equilbey vous attrape à 1h30 du matin pour commencer comme ça, on se dit qu'on a fait le job. Et il m'a dit, tu comprends Laurence, les Allemands, c'est la pureté, la transcendance. Et les Américains, c'est la qualité d'exécution, le travail, le professionnalisme. Et les Français, ben, c'est rien de tout ça. Et pourtant, on ne sait pas pourquoi, mais par moments, ça dépasse tout et c'est exceptionnel. Voilà, petite anecdote. Une question à vous poser. Alors, on a un auditoire d'investisseurs, de conseils qui parlent à des entrepreneurs tous les jours. On sait que les belles histoires, elles ont aussi un penchant plus compliqué et surtout, elles se conjuguent à l'opérationnel quotidien. Est-ce que vous pourriez nous dire un petit peu, avec des retours d'expérience très concrets, comment vous avez réussi à l'international et est-ce que vous avez vécu des échecs, des moments compliqués? C'est une réponse probablement qui dépend des géographies. Mais ce serait intéressant pour notre auditoire de bien comprendre là où ça a été plus difficile. Est-ce que vous avez fermé des pays? Est-ce qu'il y a des pays où vous pensez absolument pas réussir à ce point? Et qu'est-ce qui fait qu'on marche dans certains pays? Est-ce qu'il faut s'adosser? Est-ce qu'il faut des distributeurs? Est-ce qu'il faut des écosystèmes? En quoi vos actionnaires vous aident? Voilà, les do's and don'ts et comment au quotidien vous travaillez cette internationalisation qui est un vecteur de croissance pour vous quatre. Alors, c'est vrai que nous, dans le jeu vidéo, on est dès le départ dans un marché international. Donc, la façon dont on va s'y prendre, c'est qu'on va concevoir un jeu déjà dès le départ avec un marché avec déjà plusieurs langues. Donc là, aujourd'hui, on a nos jeux qui sont traduits certains dans 14 langues différentes. On va faire le français, allemand, espagnol, coréen, chinois, anglais bien sûr, turc, enfin, etc., japonais. Voilà. Donc on fait plein de langues. Il faut bien le faire parce que bien sûr, certains publics sont très sensibles au fait que le jeu soit bien traduit dans leur langue et si on fait une mauvaise traduction, et c'est pas toujours facile de vérifier, qu'on ne parle pas la langue, de savoir que la traduction est bien faite et bien cohérente. On a aussi parfois des petits problèmes techniques. Par exemple, l'allemand, quand on ferait un petit bouton dans un jeu vidéo avec une petite action, par exemple, soit déplacée, ben, en allemand, ça va faire 2 fois la taille parce que forcément, tous les noms sont plus en allemand. Donc, c'est les petites choses un petit peu qu'il faut prévoir et qu'on apprend au fur et à mesure. Et donc, on a souvent tout ça à gérer. Ça, c'est pour les aspects un peu techniques. Mais après, c'est surtout auprès les communautés. Donc, nous, on travaille beaucoup en amont. On va faire des trailers. Donc, quand on publie nous-mêmes nos jeux, les plateformes sont qu'un intermédiaire. Elles vont juste nous aider, permettre à la distribution des jeux. Mais on doit faire effectivement toute la partie préparer des trailers, travailler avec des influenceurs, travailler avec des réseaux sociaux pour faire connaître nos jeux auprès du public. Et donc, toute cette phase de préparation va se faire effectivement dans les différentes langues, en fonction des communautés qui ont été identifiées et sur certains pays ciblés, sachant qu'après, il y a quand même une communauté, on va dire, de gamers, on va dire, au niveau international, qui fait que les contenus anglais sont très consommés quand même par beaucoup de joueurs. Dans les difficultés qu'on a pu avoir, je sais que par exemple, quand c'était avant KT, hein, on a fait rentrer, on a amené Tencent au capital de la société, et on avait une envie qui était d'attaquer principalement le marché chinois.
Il se trouve qu'au moment où on les a fait rentrer, 3 mois après, la Chine fermait entièrement la validation des jeux parce qu'ils avaient décidé de changer les règles de validation. Et donc, on a eu une coupure complète de l'accès au marché chinois, ce qui fait qu'on n'a pas pu. Voilà, c'est le genre de choses où parfois on n'anticipe pas. Mais ça s'est plutôt bien passé ensuite. Et aujourd'hui, on vend très bien en Chine. Mais voilà, c'est des petites choses des petites pépérities qui peuvent arriver. Ensuite, sur tout ce qui est après les autres pays, c'est à décliner effectivement en fonction des langues. Par exemple, on s'est rendu compte récemment sur un de nos jeux qu'on avait beaucoup de joueurs coréens qui jouaient au jeu et qu'ils avaient même une traduction non officielle du jeu en coréen. C'est-à-dire c'est la communauté qui avait pris le jeu, qui l'avait traduit. Et nous, on voyait des bugs dans notre base de données. On voyait des textes qui apparaissaient en coréen. On disait, mais c'est notre texte, on les traduit avec Google Translate parce qu'on ne sait pas parler coréen. Et on voit que c'est les textes de nos jeux qui apparaissent, qui sont traduits en coréen. Et après, on se renseigne un petit peu et on voit qu'il y a des joueurs qui sont en train de streamer le jeu, donc de streamer, c'est-à-dire de jouer au jeu en live avec des milliers de joueurs qui les regardent jouer et ils jouent le jeu en coréen alors qu'on n'a pas traduit en coréen. Donc on s'est dit, bon, il y a quelque chose à faire là. Ils sont vraiment à fond puisqu'ils ont. Si on ne parle pas d'un jeu, là, on parle d'un jeu, il y a à peu près dans ce jeu-là, il y a à peu près, on a 200 000 mots. Donc c'est quand même un gros morceau. Hein. Et donc du coup, on s'est dit, on va quand même investir, on va traduire le jeu en coréen, pour une traduction officielle, avec tout qui est traduit, parce qu'ils avaient des bouts qui étaient encore en anglais. Puis dès qu'on faisait une mise à jour, ça cassait un petit peu les choses. Donc on a investi ça, et du coup, après, les ventes ont décollé en Corée, parce qu'il y avait vraiment la page indiquait que le jeu était en coréen. Et c'est pas uniquement les gens qui allaient chercher un fichier à télécharger pour le mettre dans leur jeu. Voilà. C'est des choses, parfois, il faut être très on va dire, à l'affût de la façon dont la communauté s'empare d'un jeu et d'un territoire sur lequel on va pouvoir émerger via des développements locaux d'influenceurs qui vont créer une communauté. Et après, on est là pour les aider et pour structurer tout ça et pouvoir après travailler avec les communautés pour les développer et avoir effectivement un succès sur différents pays. On vend un parfum toutes les 40 secondes. Mais on a dû, du fait de notre petite taille, puisqu'on est une trentaine de personnes, s'appuyer sur un tissu de distributeurs qui sont des distributeurs exclusifs dans le pays. Et donc, ça aurait été beaucoup plus long et beaucoup plus compliqué pour nous que d'avoir une filiale dans chaque pays. Donc, il y a des acteurs dans tous les pays qui nous achètent le stock et à qui on confie, avec qui on s'entend sur le déploiement de la stratégie commerciale. Et le choix de ces partenaires, je pense que c'est un sujet sur lequel il faut prendre le temps de les regarder, parce que même si on a toujours envie de croissance, on a toujours envie de faire en sorte que ça aille plus vite, surtout au départ, j'ai vraiment pris, moi, 5-6 ans avant de déployer en fait mes partenaires, en tout cas de signer avec eux, puisque ce sont des contrats qu'on signe sur 3 ou 5 ans, avec des objectifs évidemment et avec des contraintes sur le réseau de distribution. On veut pas plus de X portes, on veut pas, voilà, on veut pas rentrer dans telle chaîne, on voudrait aller là. Donc ils sont plutôt exécutants et ils croient dans la marque et dans la stratégie. Et 15 ans plus tard, en fait, j'ai 80% de mes distributeurs avec qui je suis encore en relation et avec qui on travaille toujours. Et c'est évidemment très important. La deuxième partie, pour moi, et qui est cruciale dans mon métier, parce que c'est pareil, quand on a un territoire qui est aussi large que la Terre, pour promouvoir son ADN, c'est toujours compliqué, puisqu'en plus, on fait face à des multinationales qui sont beaucoup plus puissantes que nous. Mais nous, notre stratégie, ça a été de miser beaucoup sur le digital, sur le marketing digital. On est capable aujourd'hui, depuis notre bureau, de piloter des campagnes de social media aux États-Unis, en Allemagne, en Espagne, en Italie, en France évidemment. Mais c'est vraiment un outil extraordinaire pour pénétrer dans l'intimité des consommateurs. Et quasiment, alors nous, on a quelques petites disparités culturelles. Évidemment, on ne parle pas au Middle East de la même manière qu'on parle en Chine ou qu'on parle en Europe, aux États-Unis. Mais c'est assez mineur, puisque c'est pas, il y a évidemment des problèmes de traduction, mais ça n'est pas notre préoccupation première en tout cas.
mais on a moins de contenu que vous, j'ai envie de dire. Dans les dons, alors dans le commerce international, comme nous, on crée, on fabrique, évidemment, il ne faut pas oublier tout ce qui est process, tout ce qui est fabrication, tout ce qui est logistique, qui pourraient paraître simples, mais qui sont toujours un challenge, puisque il faut prendre en compte les aléas aussi de la logistique qui font que pour acheminer en Chine, il faut parfois 6 semaines, parfois 10 semaines, et vice-versa, parce que ça nous arrive d'importer parfois certaines choses de Chine, même si on fait tout en France. Voilà, ça a été un des gros challenges, et c'est d'ailleurs l'excellence opérationnelle est un challenge quotidien qui, à mon avis, est décuplé quand on travaille à l'international. Les cultures, ne pas les sous-estimer, puisque elles sont toutes différentes, et il faut en tenir compte pour le choix de ses partenaires, pour la manière dont on leur parle aussi. Voilà, ça c'est les points d'attention pour moi, en tout cas, sur le commerce international. Voilà. Donc, je pense que l'idée d'avoir des producteurs qui ont chacun le même ADN, c'était toujours important. Et ça permet aussi de créer un réseau de producteurs, parce que c'est vrai qu'il y a quand même de plus en plus de projets maintenant qui vont se monter dans des coproductions internationales, où il va y avoir besoin justement pour atteindre des niveaux de financement et de budget de production pour pouvoir faire justement des projets de plus en plus qualitatifs. Il y a besoin de s'allier entre producteurs de plusieurs pays. Et donc, du coup, c'est important au sein d'un même groupe de se dire que tous nos producteurs considèrent que le meilleur producteur italien qu'ils vont aller voir pour leur projet, c'est celui du groupe. Le meilleur producteur allemand, c'est la même chose. Et donc, ça fonctionne très bien. Et après, en fonction des pays et du niveau aussi de compétitivité du pays, on a fait des choix différents, soit des joint ventures, soit des acquisitions, soit des gens avec qui on avait un historique de collaboration antérieur qui faisait qu'on était très rapidement en confiance, qu'on avait même potentiellement déjà initié des projets avant de s'associer réellement. Et après, je pense que peut-être l'autre difficulté, c'est toujours plus difficile que ce qu'on croit. Moi, je trouve que c'est toujours plus long que ce qu'on imagine. Et je pense qu'en plus, quand on s'est développé d'abord sur un marché national fort, et alors c'est peut-être un peu... Je sais que l'exemple chez Fédération, c'est que Fédération a eu très vite beaucoup de succès en France. Et je pense qu'avec l'internationalisation, c'est sûr que c'est difficile. On est plus loin, ça prend plus de temps. Et puis, on oublie un peu à un moment à quel point c'était difficile au début. Et donc, du coup, les débuts de nos filiales, on est parfois très exigeant et avec des attentes très rapides, alors qu'on ne se souvient plus que même, qu'en tant que producteur, de démarrer, ça prend 3, 4 ans, 5 ans pour s'installer sur son marché, pour développer les bons projets, pour avoir son bon réseau de talents. Donc ça, c'est vrai que c'est un des défis à jauger. Donc c'est important aussi d'avoir des ressources pour permettre ce temps d'incubation et de développement, parce que tous les projets ne peuvent pas réussir dans le même calendrier. Et je pense qu'il y a autre chose aussi qui est difficile, et mine de rien, c'est la distance. Et on oublie aussi parfois à quel point c'est difficile d'être loin quand on doit travailler ensemble. Nous, je pense que dans les réussites et les choses qu'on pourrait améliorer, c'est ne pas hésiter parfois à envoyer des équipes des sociétés les plus fortes du groupe dans les sociétés justement en croissance dans d'autres pays, pour vraiment faire circuler aussi les bonnes pratiques et les choses qui ont fonctionné, et accompagner vraiment stratégiquement aussi les filiales internationales, parce que c'est pas facile non plus pour certains, enfin, quand on est dans un groupe dirigé depuis la France, de se sentir un petit peu seul au bout du monde avec ces problématiques de développement et de croissance. Ça demande quand même un accompagnement du pays principal qui, à mon avis, est clé aussi dans le succès de chacune des filiales. Et c'est vrai que, juste pour l'anecdote aussi, mais pour nous, en France, on est un gros producteur sur un gros marché, mais sur un petit marché même. Mais aux États-Unis, notre filiale, c'est une toute petite filiale dans un très gros marché. Donc, c'est pas non plus les mêmes problématiques en fonction de son positionnement. Et si on est leader ou si on n'est pas attendu, et où, du coup, il y a beaucoup de choses à construire. La transition est toute faite. Moi, je vais vous parler d'un don, parce que les doux, je suis assez alignée. Nous, ça a été les US. Effectivement, Nicolas le disait, les jeux vidéo, on n'est pas le territoire de prédilection à la base. Les médias, les grands médias sont anglo-saxons.
Gros succès dès le lancement en France de Brut. 1 an et demi après, on s'est dit qu'on allait aux US. Et là, je pense qu'on a fait un peu tous les dons. Donc, on n'avait toujours pas trouvé le tone of voice. Donc ça a été le gros problème pendant 4 ans. On n'a pas trouvé la personne en charge de la ligne éditoriale qui allait pouvoir avoir ce tone voice brut, straight, impertinent, assez direct aux US. Donc, on a fait un peu un MeToo de ce qui existait déjà sur le marché. En termes de distribution, en fait, on a aussi fait très vite sponsoriser des vues, mais des vues qui n'étaient pas aux US. Donc, vous avez votre audience américaine qui est sur d'autres marchés. Et donc, voilà, donc ça aide pas. Donc, au moment de la commercialisation, c'était assez compliqué. On a eu plusieurs, ça a duré, l'aventure a duré presque 5 ans et malheureusement, l'année dernière, on a dû fermer le bureau aux US. Et du coup, on a rapatrié une équipe de rédaction à Paris, donc des American Natives, grâce notamment à BPI Tech, on a pu recruter des Américains facilement ici. Et en fait, ça n'a jamais aussi bien marché parce qu'enfin, on a trouvé le tone of voice et enfin, les gros clients américains viennent nous chercher pour ce tone of voice. Voilà. Résumé en 3 points pour vos posts LinkedIn. Donc, la montée en gamme, je pense que vous l'avez modestement, faiblement appuyé, mais avec un peu de perspective, c'est quand même un facteur clé de succès absolu. Et on voit bien quand même la révolution copernicienne qui fait qu'aujourd'hui, une marque de parfum lutte avec les plus grandes marques des plus grands groupes, qu'un IP owner ou qu'une IP comme Dune est confiée à un studio français, on n'est plus dans la logique, là je vais commencer à dire des méchancetés, où on exportait Joséphine Ange Gardien en Belgique, mais où on fait le remake du Bureau des légendes avec George Clooney et Michael Fassbender, et où on est un leader, un média leader dans le monde et dans des territoires lointains et difficiles et challenging comme l'Inde. Donc je pense que c'est le premier point. Le deuxième point, c'est la notion de travailler en écosystème. C'est vrai qu'à l'international, on pense tout de suite réseau de distribution, go-to-market. Et c'est un écosystème qui fait la sauce avec l'ensemble des partenaires, des experts, est-ce que c'est JV, est-ce que c'est agent, est-ce que c'est distributeur, etc. Je pense qu'il faut vraiment penser de manière cosmique et pas verticale. Et le troisième élément, tu l'as dit, mais tout le monde l'a dit, c'est la qualité d'exécution qui est absolument fondamentale. Hein. Je rappelle, on s'enorgueillait du cinéma français. Hein. Je rappelle que la techno du cinématographe français était beaucoup moins bonne que celle d'Edison, mais on a plié le game parce que les frères Lumière avaient un réseau mondial de distribution de plaques argentiques. Et donc, c'est le go-to-market et l'exécution qui a fait que. Voilà. Merci à tous. Est-ce que vous avez des questions ou des commentaires à apporter? Pour Nicolas, est-ce qu'il y a une patte française du jeu vidéo, s'il y en a une? Et quelle est-elle? C'est vrai qu'il y en a une historiquement, il y a eu des jeux, alors pour ceux qui ont connu Eric Chahi, enfin il y a eu Alone in the Dark, il y a eu plusieurs jeux qui étaient très basés sur des univers originaux, avec on va dire, des choses d'un petit peu onirique. Ouais, donc il y a eu pas mal de French touch des jeux dans les années, je dirais années 80 en particulier, mais qui étaient encore très confidentiels. À l'époque, le jeu était encore très confidentiel, le jeu vidéo sur PC principalement. Sur console, c'était très trusté par les Japonais, avec Nintendo bien sûr, et Sega à l'époque. Et donc on était plus sur des jeux plus de niche qui aujourd'hui ont leur place dans l'histoire du jeu vidéo et on les retrouve et les gens qui connaissent et qui s'intéressent un petit peu à ça, ils ont tout à fait leur place. Mais ils n'ont pas eu cet impact autant international. Aujourd'hui, les jeux français les plus connus, ça va être plutôt. Alors, on retrouve des choses maintenant intéressantes, c'est qu'on va avoir des productions cinématographiques, par exemple, je ne sais pas si vous savez, mais le film Mario est fait en France, par un studio français. Et donc, dans l'animation, on commence à revoir des choses comme ça. Et dans le jeu vidéo aussi, il y a des succès qui sont très forts. Ubisoft travaille avec Nintendo aussi. Il y a Assassin's Creed, mais ça c'est plutôt fait à Montréal, mais c'est quand même un publisher français. Donc, on a quand même des belles boîtes et des choses qui se font très, très fortement internationales au niveau jeu vidéo aujourd'hui en France. On a une place qui... et en plus, on est soutenu par le CNC notamment, qui permet de continuer à développer l'industrie au niveau français.
Bonsoir. J'aimerais savoir comment on tâte le terrain, en fait. Comment est-ce que quand vous sentez qu'il y a un pays qui a un potentiel, euh, par quel bout on commence? Est-ce qu'on essaye de faire tout depuis la France? Est-ce qu'on envoie quelqu'un en éclaireur? Est-ce qu'on prend un représentant? Enfin, est-ce que vous avez des do's and don'ts En digital ou en distribution physique? Parce que je pense que c'est complètement différent, par exemple. Moi, ce serait plus pour Fédération et pour Brut, pour Plutôt du média, digital ouais. et du média. Ouais. Bon, nous, effectivement, on part toujours d'un bilan data. En fait, les audiences nous permettent. L'Afrique, par exemple, dernier exemple, on voyait qu'un quart de l'audience, souvent francophone, était en Afrique. Donc, on s'est dit pendant le confinement qu'il y avait un truc à creuser. Nous, effectivement, le premier sujet, c'est de recruter quelqu'un, enfin, en tout cas, ça peut être un freelance au début, mais quelqu'un qui connaît bien le marché. Donc, nous, c'est un Red Chef, qui n'est pas forcément d'ailleurs un Red Chef à la base, mais qui est un très bon journaliste. Et on lui dit, bah, c'est toi qui vas devenir patronne ou patron de cette zone. Et en fait, on lui dit, bah, vas-y, crée des contenus qui te sembleraient pertinents. Et puis nous, on a un coût de fabrication, mais on n'a pas de coût de distribution puisque c'est sur les plateformes. Et donc, c'est ce qu'on fait. On prend en général que des locaux, que des natifs, notamment sur l'Afrique. C'était effectivement de ne pas prendre de la diaspora, donc plutôt des talents qui sont nés en Afrique francophone, qui ont étudié là-bas, qui ont vécu là-bas. On incube à Paris. Après les US, on a dit on arrête de faire ce qu'on a fait. Il y a une période d'incubation de 2 ans. On a fait ça pour l'Inde et pour l'Afrique, qui est toujours incubée à Paris. Ça y est, on ouvre le premier bureau cet été. Donc voilà, donc l'audience, si le contenu est bon, il y a un lien assez vite sur notre marché et on monétise avec des partenaires d'une force commerciale au bout d'1 an, 1 an et demi. Et donc là, c'est le gros travail dont parlait Romano, c'est d'aller vraiment sur le terrain, rencontrer des partenaires potentiels. C'est pas du tout les mêmes marchés, pas du tout les mêmes montages pour se faire payer, etc. Donc là, ça prend beaucoup de temps en fait. Je pense que la maturité commerciale, on l'aura d'ici encore 1 an et demi, ça aura fait presque 3 ans depuis le lancement. Alors, nous, sur le choix des marchés, en général, ça se fait vraiment sur 3 critères. C'est vraiment est-ce qu'il y a des clients locaux forts qui sont du coup des partenaires potentiels pour les projets? Est-ce qu'il y a des talents sur place qui peuvent créer des projets intéressants et qui peuvent être des projets qui intéressent les clients locaux principalement? Et après, est-ce qu'il y a une infrastructure quand même ou un écosystème de production qui permet justement d'exécuter la production des projets? Et ensuite, c'est vrai que le plus difficile, c'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure, c'est trouver la bonne personne. Donc c'est beaucoup par nous, en tout cas, la carte de visite d'un producteur, c'est les projets qu'il a produits. Donc si on veut arriver dans un nouveau pays, la première chose, c'est de faire un screening de tout ce qui se produit dans le pays, qui sont les producteurs qui ont produit les meilleurs projets qu'on a trouvés dans ce pays. Et après, en effet, le réseau, les rencontrer, discuter longtemps, se faire confiance. Mais c'est vrai que c'est des processus assez longs. Ça nous est arrivé qu'une seule fois de faire appel à un cabinet externe, c'était au Royaume-Uni, parce que pour le coup, c'est un marché beaucoup plus compliqué à appréhender. Et on avait vraiment besoin de quelqu'un pour nous faire justement un premier tour de présentation et puis pour aller chercher aussi potentiellement, comme c'est beaucoup plus compétitif, des producteurs plus installés. Pas d'autres questions? On est bon? La terrasse est là pour continuer l'échange. Donc, merci à tous. Merci beaucoup.